Hôtel sur BFM Business. Allez, c'est reparti pour la deuxième demi-heure de notre émission 01 Business Forum l'hebdo. Voilà, j'y arrive sur l'accélération numérique. Alors les Français font justement confiance au numérique pour lutter contre la fraude. Et oui, la fraude, alors on peut croire que c'est un sport national en France. Eh bien, les Français en tout cas espèrent que le numérique va permettre à l'État de revenir un peu, avoir un certain retour sur investissement. Je ne sais pas si c'est dans ce terme-là qu'il faut employer, mais en tout cas, là récemment, le Bercy nous a dit que 640 millions d'euros avaient été recouvrés par ces services pour une traque d'un nouveau genre avec de l'intelligence artificielle. On va aller un algorithme qui va aller plonger un peu dans tout un tas de bases de données, voir un peu les incohérences et récupérer. Là pour le coup c'était 640 millions d'euros. Alors ça sert à détecter la fraude. Ça peut aussi servir à prévenir la défaillance des entreprises. C'était il y a quelques mois. Nous recevions ici des ingénieurs de Bercy qui nous parlaient. Voilà, ils allaient regarder dans les liasses fiscales, ils regardaient des études de marché, ils indiquaient à des entreprises attention, là vous êtes peut-être en train de partir dans le mauvais sens. Donc voilà, en tout cas, cette technologie au service de l'innovation, au service de Bercy. Et là, en tout cas, c'est la fraude à laquelle on s'est intéressé avec ce baromètre Odoxa. Nous avons interrogé 1000 Français. Et on en parle avec Émile Leclerc, donc directeur d'études chez Odoxa. Bonjour. Bonjour. Émile. Sébastien Delannoy, directeur business développement chez SAP Concours. Bonjour. Bonjour. Alors, SAP Concours, dans la gestion des notes de frais. C'est ça, frais et déplacements professionnels. Voilà, il y a un peu de dérive, donc voilà, ça tombe bien que vous soyez sur ce sujet-là. Filiale de SAP France. Et puis Julien Pierrepont, bonjour. Bonjour. Directeur de l'innovation chez Layton et vous accompagnez des entreprises. On fait du financement direct, indirect, à l'innovation. Autour de l'innovation. Exactement. Et vous garderez un œil sur la start-up qui nous suivra juste après. Tout à Prophétie. Alors Émile, plusieurs questions. On va en prendre 3-4 là dès le départ. On a demandé aux Français. C'est anonyme. Est-ce qu'ils ont déjà fraudé? On leur a bien précisé, effectivement. Nos sondages ne seront pas communiqués à Bercy. Et on a demandé aux Français, effectivement, s'ils avaient déjà fraudé. Eh bien, il y a quand même un Français sur 5 qui nous dit oui. Mais bon, ça nous dit aussi que ce n'est pas un sport national. La majorité des Français restent très honnêtes. Si on s'intéresse un petit peu plus aux détails, vous avez 11% des Français qui nous disent avoir déjà caché une partie de leurs revenus à l'administration fiscale. Ils sont 10% à nous avoir dit avoir fait passer des notes de frais en notes de frais professionnels, des frais qui étaient probablement plus personnels, et puis 7% qui ont profité d'aides sociales auxquelles ils n'avaient pas ou plus le droit. Donc ça représente assez peu de gens, mais il faut bien avoir en tête que ça peut représenter des sommes très très importantes à la fois pour l'État, pour les entreprises, enfin pour tous les acteurs en fait qui peuvent être concernés. Et puis un petit élément, un dernier élément supplémentaire, les Français en revanche, ils sont 36% à nous dire que quand il y a une erreur d'un tiers, d'une banque, d'un magasin, etc., eh bien, ils sont pas toujours honnêtes et parfois ils font en sorte de ne pas le dire et ils gardent l'argent dans la poche. Il y avait l'impact des fraudes aussi. 73% des Français qui affirment que ces pratiques se sont développées ces dernières années. Oui, exactement. On a posé un certain nombre d'images détaillées et 82% des Français nous disent que c'est des choses qui nuisent à la société, donc ils sont vraiment catégoriques sur ces points. Ils ont l'impression que c'est généralisé à 67% et ils nous disent qu'ils sont assez partagés sur l'idée qu'il y a plus de fraude ou moins de fraude en France qu'à l'étranger. En fait, on est un peu comme nos voisins. Et ce qui est amusant aussi, c'est quand on regarde les Français qui nous disent avoir déjà fraudé, ils ont plutôt tendance à sous-estimer le fait que ça nuise à la société, 66% nous le disent, et ils ont plus le sentiment que c'est davantage généralisé. Donc, en résumé, c'est pas si grave et je suis pas tout seul. Voilà, facile. Mais justement, tiens, Julien Pierrepont de Layton, on reprend un autre chiffre, là, c'était Euler Hermès qui avait sorti ça en avril dernier. Une entreprise sur 5 a été visée par plus de 10 tentatives de fraude, donc ça a quand même un impact, ça a évidemment un impact sur les entreprises, c'est pas juste la relation citoyen-Bercy. Alors, et c'est même plus vaste que ça, ça a un impact. Je crois qu'on avait 140 000 recensements de demandes sur Pharos, là, qui est le déclenchement des sites. Donc, oui, on peut les signaler. Exactement, donc le signalement il est quand même très important, ça c'est pour 2018. On a 20 millions de Français qui sont exposés à la fraude, à la cybercriminalité au sens large. Effectivement, ça touche aussi les villes. Baltimore a été touché par une cyberattaque de manière massive, ça touche tout le monde. Tous les services, et la mairie n'avait pas voulu payer la rançon. Exactement. Et les entreprises, c'est la même chose. On a effectivement une entreprise sur 5 qui l'est. Alors le côté inquiétant, c'est que on en a tous conscience, et le deuxième côté, c'est que nous on a une activité par exemple qui s'appelle Audit Chorus Conseil, qui fait de la cartographie des risques assurantiels et qui aussi vérifie les garanties qui sont couvertes. Et globalement, les entreprises, elles l'ont pas forcément anticipé. Et puis il y avait d'autres enquêtes qui montraient aussi que même en ayant conscience du risque, finalement, on se dote pas forcément non plus des technologies pour empêcher que ça se produise. Alors on en reparlera justement parce qu'on a demandé aux Français s'ils pensaient que le numérique allait permettre d'aider ça.
Enfin, il le pense, hein, on le reverra. Mais ce que vous dites, Julien Pierrepont, c'est que le numérique a fait évoluer la fraude, hein, c'est ça? La fréquence, la nature, et puis le numérique, finalement, il est confronté à un défi existentiel, parce que la fraude et le numérique, c'est quand même quasiment co-substantiel aujourd'hui, donc c'est un vrai sujet. Et tout ça, c'est sur la donnée, quoi. Exactement. Évidemment. La donnée, la qualité de la donnée, la capacité de la corrompre, la capacité justement de la sécuriser. On en parlera peut-être un petit peu après sur tout ce qui existe, mais on a aujourd'hui des attaques qui sont plus sophistiquées, et puis on a aussi les possibilités d'y répondre, mais encore faut-il investir. Sébastien Delannoy de SAP Concours, il faut un meilleur contrôle des dépenses, c'est ça? C'est peut-être un peu ça, un peu plus d'exemplarité? Oui, je pense que effectivement les chiffres que vous repreniez tout à l'heure le montrent en fait. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas si massif que cela. C'est pas fait dans la volonté absolue de frauder. Oui. Donc on a effectivement. C'est des petits arrangements. Voilà, ces petits arrangements. On va tirer profit d'une situation. Donc ça nous envoie nous qui sommes dans la gestion et l'encadrement des frais et des déplacements professionnels pour les entreprises un message qui est positif parce que finalement on va pouvoir adresser le message et avec le bon accompagnement et les bons conseils finalement on va susciter beaucoup plus d'adhésion que d'opposition. Et pardon, ouais, parce que j'allais rebondir là-dessus, sur ce côté exemplarité. Oui, les entreprises ont un devoir d'exemplarité. Donc le fait de dire on va mettre en place un projet qui va encadrer vos frais professionnels, vos déplacements professionnels avec des règles qui sont claires, qui sont transparentes, qui sont accessibles par tous, on va renforcer effectivement la notion d'exemplarité de l'employeur et surtout on va solidifier le pacte de confiance entre les collaborateurs et la direction autour d'un projet qui devient commun. Alors deuxième partie du questionnaire, Émile Leclerc, donc réalisé par Odoxa, hein, c'est chaque mois on compare, enfin on sonde les Français par rapport à l'innovation technologique sur différents thèmes, la santé, l'éducation. Là, c'est autour de cette fraude, autour de tout ça. Alors, on leur a dit, est-ce que les innovations digitales vont permettre d'améliorer la situation face à cette fraude? Comme disait Julien, le digital peut engendrer de nouvelles fraudes. Les fraudes datent de bien avant le digital. Mais les Français sont convaincus d'une chose, c'est que le digital peut aussi contrer la fraude et permettre de mieux encadrer, que ce soit par des pratiques, comme l'exemplarité ou des choses comme ça, mais aussi par du contrôle. 69% des Français nous disent c'est une bonne chose, le digital est une bonne chose sur ce sujet-là, parce que ça va permettre de mieux tracer et contrôler les fraudes. Ils sont convaincus aussi à 78% que ça va permettre de renforcer l'arsenal de contrôle. Et là, on pense tout de suite à ce qui a été voté très récemment par l'Assemblée nationale, où en fait le gouvernement va aller encore plus loin, va comparer les pratiques des Français sur les réseaux sociaux, leurs voyages, les voitures avec lesquelles ils vont poser, des choses comme ça, et puis comparer ça avec les déclarations de revenus, et voir si tout ça colle bien. Ça avait été dénoncé à un moment, parce qu'on disait, voilà, c'est la surveillance de masse. Bon, ce que font les inspecteurs des impôts en général déjà, ils regardent, ils ciblent les personnalités, voilà, ils vont regarder, ils lisent les journaux, ils regardent les journaux, alors pour les célébrités, les journaux People, mais pour les journaux, et puis sinon c'est les journaux du coin, ils vont voir les petites annonces, voir qui est-ce qui vend une voiture de collection, et est-ce que, voilà, ils font aussi cette enquête-là. Là, ils vont le généraliser, ils vont y aller par le biais des réseaux sociaux notamment. Ça veut dire quoi, Julien Pierrepont? Ça veut dire que aujourd'hui, donc les innovations digitales vont aider, pour les Français sont une bonne chose. Mais ça veut dire qu'il va falloir aussi derrière mettre un peu plus de réglementation autour de ça. Oui, alors on reviendra sur l'aspect réglementaire. Moi j'avais retenu une chose quand même qui est très importante, c'est quand même la profondeur et l'importance de l'aspect sécurité de ce secteur technologique en France. Je rappelle qu'on a quand même notamment trois leaders mondiaux, avec Thales qui il y a peu de temps a repris Gemalto sur et carte à puce et biométrie. On a des gens comme Atos qui ont repris Idinomic. On a aussi une fusion entre Ouverture Techno et exactement, et Safran Morpho. Donc ça c'est pour les gros. On a encore une fois toutes les ESN qui soutiennent les problématiques de sécurité opérationnelle pour des entreprises. Puis on a des structures plus petites, on a des gens comme QuickSign, il y a Blackwen en intelligence artificielle sur tout ce qui est versement. Et puis pour les choses qui parlent plus au commun, c'est à la démarque inconnue dans les magasins, on a pas mal de petites startups donc aussi qui foisonnent. Donc on a une bonne filière technologique pour suivre ça. On a une très bonne filière technologique et c'est même plus que pour suivre ça. Je pense qu'il y a quand même un impact sur la souveraineté nationale, parce qu'après on va parler des aspects de réglementation. On a évidemment le cloud de confiance qui est un vrai sujet d'actualité et sur lequel il reste encore un petit peu de chemin à faire. On a l'identité numérique sur lequel la France était très en amont et sur lequel on a pris un petit peu de retard. Et ce type de structure-là, bien encouragé, je parle aussi d'OVH, donc qui a beaucoup aussi été évoqué dans les journaux récemment. On a aujourd'hui quand même des solutions avec des partenaires technologiques privés qui ont des solutions leader mondial. Donc, oui, puis aujourd'hui, on parle d'identité numérique, mais c'est un vrai sujet important. Moi, on reçoit ici beaucoup de patrons du digital ou de patrons d'entreprise qui parlent de l'identité numérique de leur
collaborateurs, Tout à fait. qui devient un point essentiel aujourd'hui, j'imagine que c'est... Tout à fait. Et bon, là, c'est vrai qu'on en parle dans le cadre du projet de loi de finances 2020 sur le côté exploratoire, sur les données qui seraient des données libres, parce qu'auparavant, on exploitait des données plutôt internes. C'est le côté un peu répressif. Il y a le côté, effectivement, qui a le côté plus sécurité, dont je parlais, le cloud de confiance, d'autant plus dans un Cloud Act américain qui peut parfois un petit peu faire peur sur les possibilités qu'avec le droit, les États-Unis peuvent avoir sur les données. Donc, typiquement, franchement, on a des vrais sujets de souveraineté. Et puis, on a l'écosystème, encore une fois, pour nous permettre aux entreprises françaises, mais aussi aux entreprises étrangères, d'aller plus loin et d'être en capacité de limiter la fraude et d'accompagner ce mouvement. Sébastien Lannoy de SAP Concours, ce qui manque, c'est un cadre un peu mieux défini, une sorte de pacte de confiance, on pourrait dire. Oui, je pense que c'est vraiment ça. Julien en parlait à l'instant. Je pense qu'en redéfinissant un certain nombre de règles, on voit que le marché a évolué. Il est conscient que ça nuit à l'image de la société, que ça peut avoir des impacts. Émile en parlait, des impacts financiers assez importants, parce qu'une petite portion, mais des grosses proportions économiques. Et donc, en redéfinissant des règles, de la politique de dépenses, de la politique de remboursement des frais sur l'ensemble finalement des collaborateurs, on voit que on met bout à bout tous les intervenants en fait dans ce projet-là. On crée du lien entre tous ces acteurs-là, et finalement, on a une vraie adoption. On a une vraie demande des collaborateurs parce que ça leur simplifie la vie, ça va réduire le risque d'erreur. On va aller beaucoup moins sur du déclaratif. Donc si je vais beaucoup moins sur du déclaratif, ça veut dire que j'automatise, donc ça veut dire que j'optimise en fait la véracité, la finesse des informations. Je vous coupe à l'instant. C'est important ce que vous dites là à l'instant, c'est de dire voilà, on n'est pas tous fraudeurs. Non. Ouais, mais voilà, comme on le disait Émile Leclerc tout à l'heure dans l'étude, voilà une petite erreur. Bon, alors, soit ça nous barbe de la corriger et puis on se dit bon de toute façon c'est juste ça, soit voilà, on passe un peu à côté. Donc c'est un peu ça. Exactement. Et on voit fleurir nous de notre côté par exemple beaucoup de projets de mise en place de solutions technologiques autour des frais, autour des déplacements professionnels. Et l'un des piliers majeurs finalement de ces projets, c'est l'accompagnement. C'est conseillez-moi, dites-moi, est-ce qu'il faut que je change ma politique interne? Est-ce qu'il faut que je change ma communication vis-à-vis de mes employés? Donc on voit qu'il y a vraiment, le marché est en train de réagir, à se structurer, à mettre en place des solutions et avec une forte demande d'accompagnement. Et alors, dernière question, alors on l'a rapidement dit, Émile, sur les avantages des innovations digitales donc pour traquer les fraudeurs. Donc les Français ont repéré. On a parlé du renforcement de l'arsenal juridique et ils considèrent aussi que ça va permettre de mieux traquer les fraudeurs, que ce soit via l'intelligence artificielle, la blockchain aussi dont on n'a pas parlé, mais qui peut être importante dans ces sujets-là. Donc oui, les Français sont vraiment convaincus clairement que le digital peut beaucoup apporter sur ces sujets-là, et surtout c'est ce que dit, je trouve Sébastien qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose d'incontestable finalement à partir du moment où les règles sont claires, précises, contrôlées, c'est 0 ou 1 en fait, c'est noir ou blanc, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de nuance. Et là, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus facile d'obtenir l'adhésion de la population en général que lorsque les choses sont un peu nuancées, où il y a toujours une zone grise. Eh bien, la zone grise ouvre la porte à beaucoup de choses, même pour des gens qui finalement sont plutôt honnêtes dans le fond, mais qui vont profiter parfois du petits arrangements avec la vérité. Petits arrangements, exactement. Voilà. Julien, justement, on parlait de blockchain. Voilà, il y aura de la techno, il y aura de la réglementation. Enfin voilà, il faut les deux. Il y a du RGPD qui est arrivé. Exactement. De toute façon, à chaque fois qu'il y a eu la réglementation, ça a quand même été plutôt au bénéfice du consommateur. Je rappelle que quand même la donnée des consommateurs ou utilisateurs ou même des personnes, c'est essentiel. Donc évidemment, si on arrive à légiférer ou en tout cas encadrer ou normaliser quelque chose, la technologie permet d'être bien exploitée, puis permet aussi des investissements. Parce qu'encore une fois, les solutions, elles existent à plein de niveaux, biométrique, intelligence artificielle, robotique, data analyse, tout ça existe déjà, mais évidemment, il faut aussi un forme de sponsoring pour que ça fonctionne. Et je disais un petit peu pour préparer l'émission, ce que vous aviez mis dans l'analyse, vous parliez aussi du partage. Les agents économiques ont besoin de davantage de... Oui, parce que souvent, quand on fait une analyse, c'est sur des données propres. Donc, plus on partage de données, plus les protocoles sont ouverts, plus même finalement, on va dire l'interopérabilité est ouverte. C'est un vrai sujet, donc on n'est pas forcément dans des choses propriétaires. Plus vous êtes certain que c'est pas des boîtes noires, que ça fonctionne, que vous n'êtes pas en erreur. Donc évidemment, aujourd'hui, on a un raisonnement à développer au niveau de filières, voire d'écosystèmes, qui n'était pas forcément la pratique qu'on a eue jusqu'alors, où on a une pratique qui était une pratique complètement normale, de commercial, de time to market, sur lequel on a un fonctionnement par patch, sur lequel la sécurité peut-être pas forcément le point numéro 1. Donc là, pour la fraude, typiquement, c'est mieux d'avoir ce type de raisonnement-là. Et l'histoire de la blockchain, on n'est pas trop dans les fantasmes, non? Ça va vraiment répondre à des besoins? Ça fonctionne déjà sur la crypto, sur tout ce qui est crypto-monnaie. Donc après, non, c'est pas un fantasme. Techniquement et technologiquement, ça fonctionne.
fonctionne. Après, encore une fois, il faut dans certains systèmes, oui, voilà, c'est exactement la même chose. On peut imaginer par exemple sur des œuvres d'art qui passent, ou des produits de luxe, des œuvres d'art, des choses comme ça. La blockchain peut être très. On voit le même. J'avais même entendu sur les diamants. Par exemple, tout à fait. On réussit comme ça à mieux les suivre. Sébastien Delannoy, donc justement par rapport aux avantages d'innovation digitale pour traquer les fraudeurs, permet de mieux limiter les fraudes en supprimant l'argent liquide. C'est vrai que. Alors oui, il y a plusieurs axes. Ouais. Il y a plusieurs pistes que les entreprises mettent en place. Je pense qu'effectivement, l'automatisation des paiements, déjà ça c'est important. Doter ses collaborateurs de moyens centralisés de paiement. Qu'est-ce qui consomme beaucoup dans les entreprises? C'est les déplacements à usage professionnel, c'est les frais connexes. Donc on va doter les collaborateurs de cartes société, de cartes collaborateurs qui vont passer derrière en note de frais. Donc on va limiter effectivement tous les flux matériels, financiers. Et après on va consolider tout ce qui est déplacement, on va pouvoir le suivre, on va avoir des politiques claires. Et on va mettre en place, grâce à la technologie, Julien en parlait, un certain nombre d'alertes et de notifications qui vont permettre une certaine souplesse. L'idée, c'est pas de mettre un cadre et donc de forcer impérativement tous les collaborateurs à utiliser uniquement une seule voie, mais dire voilà, on vous laisse une certaine souplesse dans une certaine marge. Parce qu'on a conscience que faire ses frais, c'est peut-être pas l'activité la plus fun de l'entreprise. Et donc, on vous laisse une certaine souplesse, mais par contre, au-delà de cette souplesse, on va avoir des alertes, des contraintes, et donc on va finalement jalonner le parcours de l'utilisateur en lui disant tu es libre dans cet espace, dans cette échelle de temps, mais on va mettre un certain nombre de jalons pour prévenir si jamais tu déroges. Julien, vous disiez, ça va permettre également de favoriser une approche plus holistique du développement. Oui, ce que j'évoquais tout à l'heure, en fait, le fait d'avoir tout de suite d'intégrer les contraintes de sécurité fraude, qui sont aujourd'hui, elles le sont davantage, mais il y a quelques années, même sur les API qui étaient développées, c'était des API qui étaient développées pour aller assez rapidement, parce qu'il y a eu quand même une course à l'armement et à la vitesse pour pouvoir capter des marchés, ce qui est encore une fois complètement logique. Là, on revient, on avait parlé il y a 2 émissions sur le green code, c'était la même logique, on revient sur des choses, on intègre de plus en plus le green code, le côté green ou écologique ou quasi écologique, le côté sécurité ou sécuritaire. Donc évidemment, on est sur des approches qui sont de plus en plus globales et intégrées par filière, et c'est clairement le chemin à suivre. Eh bien merci messieurs, donc baromètre Odoxa, ce mois-ci on s'est intéressé aux Français qui font confiance au numérique pour lutter contre la fraude. C'est un sujet assez passionnant, on le voit, il y a beaucoup de technologies, on a même parlé de la blockchain qui est au cœur de tout ça. En effet, aujourd'hui, merci à tous les trois. Allez, on marque juste une petite virgule, là, et puis on se retrouve juste après avec cette start-up étonnante, elle s'appelle Prophétie, et on a ce cofondateur qui est avec nous, il s'appelle Luca Verret, il vient de lever 25 millions d'euros. 01 Business Forum l'hebdo.